Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver dans Belle pour donner le coup d'envoi d'une émission qui va démarrer sur les chapeaux de roue en 2026. Et pour ouvrir le bal, deux sommités, deux intellectuels qui partagent l'art du débat, mais pas que. L'un se veut pont, l'autre également refuse d'être un mur. Deux philosophes qui sont allergiques à la certitude, et seulement ils partagent un bien commun, autrement dit, le courage de la nuance. Face à ce tumulte, aux extrêmes, à la pensée unique, ils se questionnent et surtout ils pensent. Penser, six lettres, mais combien ces six lettres sont devenues une exception? Qu'est-ce que penser au XXIe siècle? C'est la grande thématique qu'on se pose pour ce début d'année 2026 avec deux philosophes, professeur Souleymane Bachir Diagne et docteur Adiba, sont avec nous dans Belle. Professeur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci de votre accueil. C'est un plaisir toujours. Je repousse un peu les limites de la palme de l'entretien, des entretiens que j'accorde au professeur Souleymane Bachir Diagne. Je ne dirai pas le chiffre, mais forcément avec Adiba également, je ne suis pas loin. Bonsoir Adiba. Bonsoir et excellente année 2026 à vous, à votre famille et à vos spectateurs. Merci beaucoup. Ce duo, on l'avait, on avait parlé un peu de religion et religion avec S, vous avez aimé. Et aujourd'hui, on va parler un peu et questionner le mot penser. Qu'est-ce que penser au XXIe siècle? On a dit un peu ces handicaps, ces murs, ces identités meurtrières et surtout ces deux lettres, intelligence artificielle, qui sont là, des obstacles ou des atouts au verbe penser, au concept penser. Ils vont analyser et décrypter tout cela. Professeur Souleymane Bachir Diagne, penser, une faculté foncièrement humaine, mais pourquoi ce mot semble être étranger à l'humanité? Vous avez raison de souligner ce paradoxe. C'est vrai que la pensée, c'est en principe ce qui nous distingue de tous les êtres vivants. C'est ce qui fait ce qu'on appelle en philosophie notre différence spécifique. Eh bien, mais paradoxalement, en effet, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est la pensée elle-même qui est en crise. Parce qu'elle est, pour ainsi dire, happée par ce que vous avez eu raison de rappeler comme étant des identitarismes et des identités meurtrières. C'est-à-dire que lorsque il y a un niveau de fragmentation comme on le voit aujourd'hui, lorsque les tribus, ce que j'appelle les tribus couramment, sont sur la sellette aujourd'hui, il n'y a plus de pensée parce que l'activité de pensée elle-même est complètement fragmentée et elle est happée par ces identités. Or, ce qui fait précisément la pensée, c'est la visée de la totalité. Penser, c'est penser la totalité. Si vous ne pensez pas la totalité, vous ne pensez rien. Parce qu'une pensée ne peut pas elle-même être parcellaire. Or, cette parcellisation, c'est un peu ce que nous impose la fragmentation que nous vivons aujourd'hui. Il faut espérer que cette année nouvelle va changer les choses. Mais 1925, comme vous le savez mieux que nous, a été une année où la fragmentation du monde a été véritablement d'une évidence qui a crevé les yeux. Penser est en crise, docteur Adiba. La pensée est en crise, comme le professeur Diagne l'a rappelé, à cause des identitarismes, à cause du fait que les gens se réfugient derrière leur tribu et veulent penser conformément à ce qu'attendent. On parle pas de tribu justement, mais les choses fonctionnent. Par exemple, les partis politiques fonctionnent actuellement comme des tribus. Et on n'a pas le courage de penser contre sa tribu. J'ai cité Kant. Je pense Kant disait que les Lumières, c'est avoir le courage de sortir de la minorité et avoir le courage de penser par soi-même. Penser par soi-même est toujours dangereux
parce qu'on risque de découvrir quelque chose qui va à l'encontre de ce dont on pensait que c'était nos valeurs. Et il me semble qu'on est dans une situation où le conformisme est devenu une politique avec des affiliations très fortes. Et les gens ont peur de penser par eux-mêmes parce que s'ils pensent par eux-mêmes, ils pourraient découvrir que la tribu à laquelle ils se sont affiliés se trompe sur tel point ou sur tel point. Et au lieu de considérer que quand je découvre que, par exemple, mon parti politique, ma religion, mon groupe national se trompe, c'est une occasion pour ce groupe-là de s'améliorer, ils ont peur d'être excommuniés parce qu'on a actuellement des groupes dans lesquels on a un leadership qui se comporte en autorité excommuniatrice. Et les gens qui ne se conforment pas à ce que veut ce leadership-là, tout de suite se font exclure. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de terreur même de la pensée. Or, la pensée demande du courage. Et la pensée n'est pas possible sans liberté. Le courage, il nous faut du courage maintenant pour penser, parce qu'il y a des mots que l'on pensait être moyenâgeux, tribu, excommunication, comme nous étions du temps de la guerre, Deuxième Guerre, etc. On parle du 21e siècle, on parle un peu de la mondialisation, professeur Souleymane Bachir Diagne. Qu'est-ce qui ne marche pas? On a le sentiment, en effet, d'une régression, parce que dans bien des cas, on a l'impression que c'est le retour des années 1930, les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Et en effet, c'était des années de tribalisation de notre humanité. Et vous avez raison de souligner le caractère complètement anachronique de ce mot. Tribu, évidemment, ça évoque des sociétés presque primitives. Mais en réalité, il y a une modernité de la tribu si on définit la tribu comme vient de le faire Adiba, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance qui fait que cette appartenance elle-même est ce qui définit ce qu'on va considérer comme vrai, qui est ce qui définit ce qu'on va considérer comme juste, ce qui définit même la réalité. Plus maintenant que ceci est amplifié par les réseaux sociaux, la prégnance aujourd'hui, la présence et la prégnance des réseaux sociaux est le symbole même de ce caractère paradoxal dont je parlais tout à l'heure. Comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux étaient censés nous aider à faire société. À faire, pour utiliser une expression que j'aime à utiliser, à faire humanité ensemble. Or, on se rend compte que les réseaux sociaux sont un parfait miroir de nos tribalismes. On va dans le réseau social où on est sûr d'avoir les gens qui pensent comme vous. Ou alors, d'ailleurs, on organise carrément de véritables commandos pour aller dans les réseaux sociaux. Armée numérique, comme on dit. Exactement. Et faire le boulot de flinguer telle ou telle opinion qui s'est exprimée. Donc le tribalisme envahit nos sociétés, envahit nos manières de penser, ou plutôt de ne pas penser, parce que justement, ce qu'on fait, on va reproduire systématiquement les éléments de langage de sa tribu. Votre tribu vous propose un certain nombre d'éléments de langage. Il y a des mots, vous vous attendez à les retrouver dans le discours de quelqu'un qui signe son appartenance. Vous savez que tel mot va revenir, et dans telle séquence, etc. Et lui-même ou elle-même, inconsciemment, va reproduire ces éléments de langage. Or, la crise de la pensée, c'est précisément que la vraie pensée, la capacité qu'il y a à essayer de saisir la complexité du réel, va être remplacée par ce prêt-à-porter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'éléments de langage. Les éléments de langage nous donnent l'illusion de penser. On va réciter ces éléments de langage et au bout du compte, on n'aura rien pensé du tout. Mais on aura tenu un discours qui semble être parfaitement en cohérence avec la tribu à laquelle on appartient. C'est cela, malheureusement, le monde que nous vivons.
où l'argumentation elle-même semble disparaître. Parce que dans un cadre comme celui-là, vous ne vous attendez pas à ce que celui qui est en face de vous, parce que vous avez l'impression que les gens sont en face de vous, que vous êtes dans une confrontation permanente, vous ne vous attendez pas à une contre-argumentation. J'avance un argument, j'attends une contre-argumentation. Non, vous ne l'avez plus, cela. Vous avez simplement des arguments ad hominem. Si vous dites une chose, je vais vous dire, vous avez dit telle chose parce que vous êtes ceci ou cela. Je vous renvoie à votre identité et donc j'écrase tout argument sur l'identité politique qui est la vôtre, ou l'identité religieuse, ou l'identité confessionnelle. Bref, c'est le règne des identités et c'est ce règne-là qui fait cette crise de la pensée, malheureusement. L'illusion de pensée, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de la pensée unique, docteur Adiba. On est dans l'ère de la pensée unique, on est malheureusement surtout dans l'ère des pensées uniques. Donc, au pluriel. Au pluriel, parce que chacun pense, ou plutôt chacun ne pense pas selon un point de vue, et chacun reproduit un point de vue, et chacun essaie d'être orthodoxe en imposant son point de vue. Du coup, on a des gens qui discourent aux côtés des uns et des autres. Donc, chaque groupe a un certain nombre de dogmes, un certain nombre d'expressions, un certain nombre de modes de raisonnement dont il estime qu'il doit l'imposer dans l'espace public. Et celui qui arrive à imposer son discours et son interprétation du réel dans l'espace public, d'une certaine manière, a remporté, a gagné. Regardez, si vous prenez le foot, puisqu'on on vient d'avoir la Coupe d'Afrique, si vous prenez le football par exemple, une équipe peut gagner en n'étant pas la plus forte, mais elle a quand même gagné. Quand vous prenez le domaine de la pensée, normalement, vous gagnez quand vous avez raison. Et vous gagnez même quand vous avez tort, parce que quand vous avez tort, vous apprenez quelque chose de nouveau et vous augmentez en fait votre connaissance. C'est comme ça, normalement, qu'on doit comprendre l'argumentation. L'argumentation est un jeu dans lequel nous discutons, et quand nous discutons, la personne qui a gagné d'une certaine manière voit son interlocuteur accepter son argument parce que cet argument est meilleur et parce que accepter cet argument-là lui permet de s'améliorer lui-même. Je vais prendre un exemple concret. Fanon a tout un ensemble de discussions sur la médecine coloniale, en disant que le rapport du colonisé à la médecine est très ambigu, parce que quand le colonisé accepte que la médecine coloniale le soigne, le colon lui dit « tu vois bien que la colonisation est une bonne chose ». Et du coup, le colonisé a du mal à accepter parfois que la médecine est une bonne chose. Mais en fait, il faut dépasser ce point-là. Et je pense que quelqu'un qui le fait très bien, c'est Cabral. Amilcar Cabral, le philosophe. Philosophe. Parce qu'Amilcar Cabral éduque. En même temps qu'il fait la révolution, il éduque les populations en disant qu'il faut que nous nous approprions la science. Donc, on ne peut pas dire que la science, c'est l'apanage des autres. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que de plus en plus, par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire que, par exemple, la science elle-même ou la vérité elle-même est l'apanage des autres, et que même si j'ai tort, c'est pas grave parce que je dis ce que ma société dit. Or ça, l'humanité a toujours progressé parce que le mur de la réalité nous permettrait de découvrir de nouvelles vérités et d'améliorer notre société et de nous améliorer. Donc ça, c'est un des dangers vraiment
auxquels on est confronté. Vous parlez tout à l'heure de danger. Au-delà du discours, il y a la matérialisation du discours de haine, professeur Souleymane Bachir Diagne. Un Sénégalais a tué un Sénégalais parce qu'il pensait qu'il était un étranger à travers des discours de haine sur des lives. Ça montre un peu que ça commence à être aussi plus que dangereux même, professeur Souleymane Bachir Diagne. C'est meurtrier, c'est le mot qu'il faut employer parce que c'est là qu'on se rend compte que les mots peuvent tuer. Vous savez, le discours de haine, malheureusement, souvent, se termine dans la violence absolue et dans la violence qui finit par aboutir à la mort. Parce que, encore une fois, la haine, l'opposition radicale à l'autre, la haine, le refus d'écouter véritablement l'autre, dont Adiba vient d'expliquer les mécanismes, eh bien, cela favorise les extrêmes. Il n'y a plus que des extrêmes. En général, quand on définit un extrême, l'extrême, c'est ce qui s'oppose à ce qui est au centre. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus que des extrêmes. J'ai été très attentif à une expression que vous avez employée tout à l'heure dans votre introduction, qui est une expression très heureuse, qui est le courage de la nuance. Pour pouvoir penser aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire d'un côté ceci, mais de l'autre cela, et construire son analyse à partir de ce qu'on essaye de capturer de la réalité parce qu'elle est complexe et ne pas simplifier les choses. Les extrêmes sont toujours plus faciles. Pourquoi? Mais parce que les extrêmes vous ont déjà préparé un langage tout fait. Si je suis dans une position extrême, mettons l'extrémisme réactionnaire, suprématiste qui existe aujourd'hui, évidemment, je sais ce qu'il faut dire. Je vais exalter la civilisation européenne, je vais même exalter la race blanche, on l'entend aujourd'hui, des choses qui nous semblaient inimaginables. C'est la raison pour laquelle je dis qu'à bien des égards, nous sommes revenus dans les années 30. Le discours est tout préparé. Donc, je peux ne pas penser, je n'ai qu'à reproduire les éléments de langage qui sont fournis par cet extrême, parce que c'est un extrême tribal. Tandis que essayer maintenant de penser par soi-même, comme a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement penser en toute autonomie, mais c'est reprendre les choses précisément du point de vue de la totalité, de se dire qu'en est-il véritablement? Est-ce que je peux analyser la situation de la manière dont les discours ambiants me disent que cette réalité doit être comprise? Eh bien, comment la comprendre à nouveau frais, en mettant en œuvre ma capacité de penser et de penser la totalité? Voilà une approche qui n'est pas une approche simple, qui n'est pas une approche facile, parce qu'elle demande la patience de la réflexion. La réflexion est un exercice de patience. Ne pas se précipiter pour dire « voici comment il faut analyser les choses, voici ce qu'il faut penser » et hop, écrire sa chronique ou signer une pétition qui va dans tel ou tel sens. Ça, c'est le plus facile. En revanche, prendre le temps de la réflexion. Il y avait une revue que j'adorais, qui existait dans les années 80, qui s'appelait « Le temps de la réflexion ». Mais le temps de la réflexion, c'est presque une tautologie. Parce qu'en effet, la réflexion, cela prend du temps. Cela demande une certaine patience. Parce qu'il faut à la fois regarder les choses dans un contexte plus large qu'en général l'étroit couloir qui vous est proposé par l'appartenance tribale. Et il faut également voir les choses dans la perspective temporelle. Se donner une capacité prospective pour voir où, à partir de quel point de vue, dans le temps, il faut regarder la situation présente. Et il y faut du courage, il y faut de l'application, il y faut de la perspicacité. Et vous avez raison de dire que c'est un courage qui est nécessaire, le courage de la nuance. Refuser le simplisme, les simplifications. Nous vivons dans un monde de simplification aujourd'hui. Il faut écrire dans un format très court et hurler.
Si vous écrivez dans les réseaux sociaux, il faut hurler. Hurler. Oui, l'équivalent du hurlement, c'est l'insulte, par exemple. Oui. Parce que si vous écrivez dans les réseaux sociaux une réaction qui soit une réaction nuancée, réfléchie, etc., qui va vous lire? Si vous écrivez quelque chose qui s'écrit avec des majuscules et qui frappe, parce que c'est l'outrance permanente, là, évidemment, c'est pour cela que vous ne trouvez que des discours de haine pour la plupart du temps. Il y a de temps en temps, vous trouvez des pépites, comme je les appelle. Quelqu'un qui peut glisser une réflexion et vous la lisez en vous disant, mais à qui ça s'adresse? Parce que ceux qui sont friands des réseaux sociaux, en général, ce qu'ils cherchent, ce sont précisément les discours affirmatifs qui n'ont aucun doute et qui ne pratiquent pas le scepticisme. Le bon usage du scepticisme, fort heureusement, c'est ce que nous apprend la discipline qu'Adi et moi partageons, qui est la philosophie. Savoir être sceptique. Commencer par le scepticisme, c'est la meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui dans un climat et dans un monde où le scepticisme n'est pas bien pratiqué. Et les extrêmes ne font aucun effort dans l'argumentation, docteur Adiba, et pourtant ça marche. Pourquoi ça marche sur les réseaux sociaux ou asociaux? Parce que c'est plus facile. C'est le monde de la facilité. Pourquoi ça marche? Pourquoi les discours extrêmes, les insultes, les hurlements, ça marche? Vous savez, tout le monde sait ce qui est facile. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il y a une différence entre ce qui est facile à faire et ce que je dois faire. D'accord. Si je veux être populaire, je sais comment je fais pour être populaire. Je vais choquer ou bien je vais dire ce que les gens veulent entendre, ce que l'homme moyen veut entendre. Si je fais ça, dans les deux cas, je vais être populaire. Si je viens et que je décide de choquer sur les réseaux sociaux, je sais que beaucoup de gens vont m'attaquer, d'autres vont me défendre et je vais devenir un point de convergence d'une discussion. Si je viens et que je dis ce que tout le monde veut entendre, là encore, et peut-être ce que tout le monde veut entendre et n'ose pas exprimer, là encore, je vais être un point de convergence. Si je viens et que je dise que le monde est compliqué et qu'il faut prendre le temps de la réflexion, prenez par exemple, je pense que je vais donner des noms. Si vous prenez le cas de Tahirou Sarr, par exemple, et député qui promeut un parti nationaliste qui devrait être interdit, à mon avis. Oui, je pense qu'on devrait interdire ce genre de parti-là. De la même manière qu'on n'autorise pas un parti religieux. Donc, si je créais mon parti musulman, on l'interdirait. Je pense que si quelqu'un crée un parti clairement nationaliste et haineux, on devrait l'interdire. Et pourtant, il devient, entre guillemets, légitime parce qu'il a été élu député. Il a été élu député, c'est pas contradictoire. Mais prenons le discours de Tahirou Sarr. Il pointe les Guinéens et il dit que les Guinéens sont responsables de X, Y, Z. En fait, est-ce qu'il y a un problème avec les Guinéens? Est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme? Est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme sénégalais? Est-ce qu'il y a un problème avec les cartels au Sénégal? Est-ce qu'on a une bonne loi contre les cartels? Est-ce qu'on a un bon service de contrôle des prix? Est-ce que... etc. Ça, c'est des questions complexes. Il est plus facile de dire que les Guinéens vendent des fruits, les fruits coûtent cher, les Guinéens font des bénéfices sur les fruits. Ça semble être un syllogisme parfait. Ça satisfait beaucoup de personnes. Et la plupart des Sénégalais, par définition, ne sont pas Guinéens. Donc, du coup, ils ont un coupable que tu leur désignes. Dans les faits, à supposer qu'il y a un cartel, mais que ce cartel-là soit tenu par des Guinéens ou qu'il soit tenu par des
je ne sais pas, des habitants de Agnam Siwol, ou qu'ils soient tenus par des Rufisquois, ça ne change rien pour le consommateur sénégalais. Il y a un véritable problème sur le coût de la vie au Sénégal. Il faut l'adresser, il faut adresser ce problème de coût de la vie-là. Comment on fait pour que ne se constituent pas des cartels? Comment on fait pour que les aliments soient disponibles à un prix raisonnable? Ça, c'est des problèmes extrêmement complexes. Il n'y a pas de réponse simple. Par exemple, il me semble que ce gouvernement lui-même avait promis de mettre en place des magasins, non seulement des contrôles, et des magasins témoins. Ce n'est pas facile. Ça a été essayé par Senghor déjà, quand il y avait la Sonadis et tout ça. Donc, il y a des gens qui passent leur vie à l'université à étudier ce genre de choses. Il y a des lois antitrust dans des pays qui sont contournés, qui existent, qui marchent, qui ne marchent pas, etc. Donc, Nicolas Sarkozy avait une loi sur ça également, sur le panier de la ménagère en France, etc. Donc ça veut dire que c'est un problème économiquement complexe, complexe parce qu'il est difficile à gérer, politiquement complexe parce que si tu essaies de le gérer, tu vas remettre en cause des intérêts à gauche et à droite. Toute cette complexité-là, tu la mets sous le panier, sous le tapis, en accusant un groupe. Et tu cristallises une masse suffisante de votants pour t'envoyer à l'Assemblée nationale et pour pouvoir maintenant devenir un interlocuteur parce que tu es à l'Assemblée nationale et parce que tu as travaillé sur les affects des gens. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier et qu'il faut interdire. Donc, je pense que ça, en fait, il faut une législation qui défende la liberté d'expression et qui, en même temps, ne permet pas au discours de haine de prospérer. Donc, on y arrivait assez bien jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux. Il y a toute une régulation sur les réseaux sociaux à avoir. Et le plus drôle, par exemple, c'est que ceux qui se sont servis des réseaux sociaux pour arriver au pouvoir essaient actuellement de contrôler les réseaux sociaux. Essaient actuellement de contrôler ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Parce que ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas avoir un gouvernement qui est sous la dictature de tout le monde et de n'importe qui. Faire une politique, ça prend du temps, ça prend de la réflexion et il est important qu'il y ait des périodes d'élection et des périodes de gouvernement. Pourquoi, professeur Souleymane Bachir, on est dans l'obligation que mon identité doit forcément s'opposer à celle des autres? Pourquoi? Pour faire du bruit, pour faire effet. Vous avez touché du doigt la définition même de la tribu. La tribu considère que l'existence de la différence est déjà en soi une menace. Le simple fait que vous soyez différent de moi signifie que vous posez une sorte de menace, vous représentez une menace existentielle, une menace à ma propre existence. Et ça, c'est la logique tribale. La logique tribale fonctionne de cette manière-là. Et il faut lui opposer une logique qui est une logique de citoyenneté même mondiale. Il faut pouvoir penser aujourd'hui une citoyenneté mondiale et penser nos propres citoyennetés nationales à l'horizon de cette citoyenneté mondiale, à l'horizon de tous les défis qui se posent à nous et qui nous commandent en effet de vivre cette citoyenneté mondiale. Il est toujours très facile d'accuser l'autre, parce qu'effectivement, le tribalisme fonctionne de cette manière, et Hadi vient de le décrire parfaitement. Les sociétés en crise sont des sociétés qui fabriquent toujours des boucs émissaires. On préfère mettre tous les défauts possibles et imaginables sur le compte de celui qui est différent de moi. Vous savez, pour vous donner un exemple, dans l'histoire de l'islam, il y a eu un moment, après l'Hégire, quand la société musulmane presque entièrement vivait dans la ville de Médine, l'histoire d'un vol et dont on avait accusé quelqu'un. D'abord, on a accusé un musulman
d'avoir commis ce vol. Puis la famille du musulman en question est venue voir nuitamment, dit l'exégèse, le prophète, sur lui soit la paix, pour dire non, ce n'est pas notre fils ou notre parent, c'est le juif un tel. Et il y a eu la tentation d'aller dans cette direction-là chez le prophète lui-même. Parce qu'en effet, ça simplifiait les choses pour tout le monde. Si c'était quelqu'un d'extérieur à la communauté musulmane, à la Oumma, qui avait commis le vol. Il s'est avéré que c'était le musulman en question qui avait commis ce vol. Et le Coran lui-même a admonesté le prophète, comme cela arrive de temps en temps. Le Coran, les versets sont révélés à propos de certaines histoires pour nous enseigner quelque chose de plus universel. Alors, en disant au prophète, oui, tu as voulu juger de telle ou telle manière, mais voici ce que commandait la justice universelle. Avoir toujours les yeux fixés sur la justice universelle et donc traiter tout le monde. Comme disait Kant, puisque nous posons une question très philosophique, qu'est-ce que c'est que penser? Il faut citer les philosophes comme Kant. Avoir toujours le sentiment qu'il me faut traiter l'humanité chez les autres et en moi-même, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Ne pas aller dans la simplification qui consiste à dire s'il y a des maux dans notre société, c'est forcément la faute des étrangers. Chercher des boucs émissaires. Nous avons placé l'honneur de notre pays dans un mot qui est le mot de Teranga. Oui. Nous avons décidé que nous étions une nation de la Teranga. C'est au point où nos équipes de football et de sport en général s'appellent d'une expression qui peut sembler un peu contradictoire, les lions de la Teranga. Il faut pouvoir être un lion sur le terrain, évidemment, mais après le match, pouvoir tendre la main de la Teranga à son adversaire et lui dire « bien joué, cher frère ou chère sœur ». Eh bien, cela nous oblige. Si nous disons que nous sommes une nation de la Teranga, si nous avons eu un premier président qui a considéré que non seulement il était important de construire les piliers démocratiques sur lesquels nous vivons, au fond, mais en plus de nous donner une tradition qui consiste à dire toujours, et c'était le seul type de discours de cette nature dans le monde, Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous. Ouais. L'idée que ceux qui vivent parmi nous sont des hôtes, eh bien, ceci, il faut que nous sachions le maintenir. C'est ce qui fait le prix et la valeur de notre nation. Ce sont ces impondérables qui sont véritablement ceux qui nous permettent de nous cimenter ensemble. Je me souviens avoir lu un commentaire, c'était en Allemagne. Je suis allé visiter un musée en Allemagne où on parlait des étrangers, etc. Et il y avait un commentaire écrit par un Sénégalais, anonyme, et qui disait que le mot Gan au Sénégal pour dire étranger faisait en sorte qu'on ne pouvait pas dire au Sénégal en Wolof les étrangers dehors. Nagani Dem Senyon, c'est contradictoire, puisqu'ils sont des Gan, ils ne peuvent pas être comme cela jetés dehors. Évidemment, si vous trouvez d'autres mots de Handem ou etc., là, vous pouvez essayer de construire votre fameuse phrase « les étrangers dehors ». Mais c'est notre honneur et c'est notre obligation de nous égaler toujours à cette exigence que porte ce mot de Teranga. La promesse que porte Teranga, c'est une promesse probablement aussi importante que toutes les institutions qui ont été les nôtres et qui ont permis à cette fameuse exception sénégalaise, K1K, à travers vents et marées, de pouvoir toujours survivre et de faire en sorte que notre pays soit ce qu'il est. Et justice universelle, docteur Adiba, vous enseignez éducation universelle, parce que même dans le champ de l'éducation, de l'espoir, on commence un peu à être dans une sorte de miroir, d'exclusivité. Il faut enseigner ça, il ne faut pas enseigner ça. Est-ce que ça entre dans le champ de penser ou de rétrécir la pensée dans le champ éducatif?
on l'entend, c'est un débat, et même la langue, une langue devient maintenant hostile, le français dont nous parlons actuellement. Oui, on a maintenant la tentation, par exemple, des gens qui viennent nous dire qu'il faut enseigner. Par exemple, j'enseigne la philosophie. On a des gens qui viennent te dire qu'il faut enseigner tel ou tel personnage historique en philosophie parce que cette personne-là a produit de la philosophie. Ou bien on a des gens qui viennent te dire que tu devrais enseigner de la philosophie islamique plutôt que d'enseigner de la philosophie occidentale. Donc, ou alors de la philosophie africaine plutôt que d'enseigner de la philosophie occidentale. Donc, ça, de plus en plus, on entend ce discours-là. D'abord, nous enseignons de la philosophie islamique, par exemple, et de la philosophie africaine. Nous n'enseignons pas que ça, mais nous enseignons ça. Ensuite, la République repose en grande partie sur un principe d'autonomie des universités. Les universités sont autonomes, ça ne veut pas dire seulement que les policiers ne peuvent pas rentrer pour taper sur les professeurs et les étudiants. Ça veut surtout dire que les professeurs ont une liberté totale dans leur discipline de déterminer ce qu'ils doivent enseigner et comment ils doivent l'enseigner. Et c'est cette liberté-là qui fait que un professeur aura la liberté d'enseigner, par exemple, je ne sais pas, la combinatoire, quand bien même l'industrie truelle penserait que la combinatoire ne sert à rien et que 10 ans plus tard, on se rendrait compte qu'il fallait de la combinatoire pour faire de l'informatique. Ouais, parce qu'il avait la liberté d'enseigner ce qu'il estimait important d'enseigner. L'industriel qui a une vision à court terme ne peut pas lui imposer un programme et en fait, c'est ce qui va sauver le pays. Donc, c'est ce qui s'est passé avec l'exemple de Cataline Kahiko, par exemple, à qui on a voulu interdire de faire des recherches qui pourtant ont abouti plus tard à la découverte du vaccin du Covid, quand il y a eu la crise du Covid. Donc, ce discours-là... Parce qu'on vous demande d'enseigner non-philosophes, non-historiens, pour être plus précis. Qui sont non-philosophes? C'est ça la question. Qui décide de qui est non-philosophe? C'est le philosophe qui est compétent pour décider de quel est le philosophe qu'il doit étudier et qu'il doit enseigner. Donc, si un non-philosophe arrive dans ma classe et me dit que je dois enseigner telle personne parce que cette personne-là a produit de la philosophie, quelle est la compétence de la personne qui m'enjoint d'enseigner cet auteur-là à juger du contenu philosophique de ce qu'il lit? Peut-être il veut l'enracinement. Oui. On s'enracine à quoi? Je peux parfaitement enseigner, si tu me demandes d'enseigner, mettons, non mathématiques. Sinon, mathématiques s'arrête à l'arithmétique et que nous vivons dans une civilisation technologique. Est-ce que ça veut dire que je dois enseigner l'arithmétique et me limiter à ça? Est-ce le cas? Ce n'est pas la question. Je demande, si c'était le cas, est-ce que c'est ce que je devrais faire? Vous voyez que la question, en fait, chaque ordre de légitimité a sa gouvernementalité. Donc, quand des gens s'immiscent dans ce qu'on enseigne, alors qu'ils n'ont pas les qualifications et qu'ils disent qu'il faut enseigner telle chose, souvent, quand ils le disent, c'est un discours politique. Ils vont dire, vous n'enseignez pas tel auteur ou telle chose. Vous vous rendez compte quand vous allez regarder ce que les gens font. Oui, je sais. Mais quand vous regardez ce qui est enseigné, vous vous rendez compte que c'est enseigné. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand ils disent ça, est-ce que c'est enseigné de la manière dont ils voudraient que ce soit enseigné? Non. Manière critique. Tout ce qui est enseigné en philosophie, par exemple, va être enseigné de manière critique. Si vous me demandez d'enseigner, je ne sais pas, le Coran en philosophie, donc
je vais faire, par exemple, moi je suis un épistémologue, je vais faire de l'épistémologie du Coran. Quand est-ce que le texte a été révélé, quand est-ce que le texte a été compilé, qui est-ce qui a compilé le texte, quelle est la fiabilité de la compilation, toutes ces questions-là qu'on ne pose pas ailleurs ou qu'on ne pose que quand les gens apprennent vraiment le Coran à un niveau avancé, dans les cercles bien précis. En tant que philosophe, je vais les poser de manière profane. Donc, typiquement, est-ce que vous voulez vraiment que j'enseigne le Coran en tant que philosophe? Non, vous ne le voulez pas. Parce que vous voulez que j'endoctrine votre population avec votre version du Coran. Et ça ne m'appartient pas de le faire. Donc, c'est ça le problème de fond. Quand les gens essaient de se mêler de ce qui se passe dans les universités ou qu'ils essaient de dire aux gens qu'il faut enseigner X, Y et Z, ils veulent transposer dans les écoles et dans les universités une version de la connaissance qu'ils voudraient voir. Par exemple, Cheikh Anta Diop, typiquement, les gens vont dire qu'il faut enseigner Cheikh Anta Diop. Est-ce qu'ils veulent qu'on enseigne Cheikh Anta Diop? Est-ce qu'ils veulent qu'on enseigne tout Cheikh Anta Diop? Est-ce qu'ils savent ce que Cheikh Anta Diop dit sur, par exemple, la religion? Et est-ce qu'ils veulent qu'on enseigne ça à leurs enfants? Toutes ces questions-là, ils ne se les posent pas. Ils viennent, ils disent il faut enseigner Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta Diop a dit X, Y, Z. Et souvent, ils n'ont pas lu Cheikh Anta Diop. Donc, c'est le problème qu'on a. Ça, c'est de la politique, c'est de l'idéologie, ce n'est pas de la science. Professeur, votre avis sur ça? Enracinement d'abord, non héros, non scientifiques d'abord, ensuite après. Et on donne souvent l'exemple des Asiatiques, Confucius d'abord et les autres après. Enracinement et ouverture, comme disait Senghor, dans le champ éducatif, parce que c'est une question qui revient, et même les élèves maintenant commencent à se les poser. Oui. Pourquoi on ne nous enseigne pas tel, et on biberonne toujours sur des histoires qui nous semblent être étrangères. Je mets ça entre guillemets, professeur Bachir Diagne. Vous savez, il faut poser quelques grands principes. Le premier grand principe, c'est que le savoir humain est l'héritage de l'humanité. Il n'y a pas des savoirs qui, en tant que savoir, nous sont étrangers. Je reviens toujours à ce qui est la perspective à partir de laquelle je pense, philosophiquement, encore que je n'affiche pas toujours ma religion, mais j'affiche le fait que ce qui nourrit ma réflexion philosophique vient aussi de l'universalisme de l'islam. La raison pour laquelle je suis un philosophe de l'universel, c'est d'abord parce que la religion dans laquelle je me reconnais, à laquelle je m'identifie, est une religion de l'universel. C'est la raison pour laquelle le prophète de l'islam nous dit « Allez chercher le savoir, fût-ce jusqu'en Chine ». Et qui nous dit « La parole de sagesse est la propriété perdue du croyant. Partout où il la rencontre, il y a droit plus que quiconque ». Si on a d'abord ce principe-là, on arrête de dire que tel savoir nous est étranger ou que même telle langue qui est devenue la nôtre nous est étranger. On en arrive à un point d'absurdité où on a l'impression qu'il faut s'amputer d'une langue, le français pour ne pas la nommer, pour être authentiquement soi-même. C'est absurde. Si j'habite plusieurs langues, comme j'ai la chance de pouvoir le faire, dire que je vais être réellement moi-même si je m'ampute de l'une d'elles n'a pas grand sens. Ce principe-là, une fois établi, évidemment qu'il faut enseigner également son propre patrimoine. Penser ce patrimoine, avoir une relation critique à ce patrimoine pour pouvoir en faire un objet de réflexion qui permette, encore une fois, de favoriser l'argumentation. Si je veux enseigner quelqu'un dans une classe de philosophie, je veux que cet enseignement soit un enseignement classique, et il faut toujours se souvenir de la signification originelle du mot classique, ce qui, dans une classe, doit être enseigné pour pouvoir développer la faculté critique des élèves. Mettons qu'on me demande d'enseigner, on va dire, puisque c'est de la philosophie, nous avons le plus grand philosophe du Cayor qui est Kocc Barma. Oui, par exemple. Oui. Prenons cet exemple. Oui.
Déjà, il y a une chose, c'est probablement mon ignorance, mais de Kotch Barma, je ne connais rien au-delà des fameuses 3 touffes. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements? Il faudrait que cette fois-ci, des historiens, des anthropologues, des historiens du Cayor puissent nous dire s'il y a autre chose que il ne faut pas faire confiance à une femme, il ne faut pas faire confiance à un fils adoptif, et un roi n'est pas un parent. Oui. Mais ces 3 vérités n'en sont pas. Pourquoi? Mais parce qu'une vérité, c'est une vérité qui est établie universellement. On établit ces vérités-là à partir de récits. On fait le récit d'une femme qui a trahi son mari et on dit, de manière générale, on généralise, on universalise la maxime en disant il ne faut pas faire confiance à une femme. S'il avait imaginé une histoire où la femme, au contraire, se serait avérée non seulement l'épouse, mais la meilleure amie de son mari, et qui aurait eu un comportement héroïque, la morale aurait complètement changé. Ça veut dire donc qu'une vérité philosophique ne peut pas reposer sur une histoire. Vous ne pouvez pas simplement faire un récit, tirer la morale de ce récit et dire c'est une morale universelle. À ce moment-là, nous avons une sorte de misogynie qui s'installe et qui va s'installer de manière définitive, et nous allons faire réciter à nos étudiants, à nos élèves, un propos aussi misogyne. Voilà, sous prétexte d'enracinement chez un philosophe qui serait un philosophe de chez nous. Deuxièmement, un fils adoptif n'est pas un fils. On peut parfaitement imaginer une histoire où justement le fils biologique fait ce qu'il ne doit pas faire, et c'est le fils adoptif par reconnaissance de son adoption qui aurait fait ce qu'il aurait pu faire. J'oppose un tel récit au récit du fils adoptif, d'Odom. Voilà. Et alors, comment on va décider? Ce n'est pas comme ça que se construit la réflexion philosophique. Cette exigence, on peut toujours sauter sur sa chaise en disant « enseigne Kotch Barma, enseigne Kotch Barma ». Il faut d'abord que l'enseignement qu'on va donner soit arrivé aux conditions de la philosophie. Et les conditions de la philosophie, c'est l'argumentation qui est visée de l'universel. Il faut que les propositions, les thèses que j'énonce, puissent avoir une prétention à une validité universelle et soient discutables comme thèse ayant une validité universelle. Et donc, ce propos-là, malheureusement, les 3 touffes ne servent strictement à rien si vous voulez enseigner la philosophie africaine. En revanche, si vous comprenez, par exemple, une réflexion autour de notions qui sont des notions éthiques, j'ai parlé tout à l'heure de Teranga, par exemple, là, vous avez un véritable enseignement qui sera un enseignement de notions, et ces notions, vous allez les comparer à des notions que vous retrouvez ailleurs. Il y a toute une discussion menée par Jacques Derrida, philosophe que j'aime pour plusieurs raisons. D'abord pour sa pensée, et deuxièmement parce qu'il fut mon maître. Eh bien, il y a toute une réflexion de Jacques Derrida sur l'hôte. Le mot hostis et le mot hospes ont la même racine. L'un signifie hôte, qu'on l'on reçoit, et l'autre signifie ennemi. C'est très intéressant de voir que ce mot signifie 2 choses absolument contradictoires. Penser cela ensemble avec le concept de Teranga, c'est construire un excellent cours de philosophie où vous avez, dans une même réflexion sur ce que peut signifier l'hospitalité, vous avez une réflexion qui réunit des pensées venues d'horizons totalement différents. Vous confronterez le mot Wolof de Teranga ou toute couleur de Pulaar de Tedungal et la notion d'hospitalité et ses origines étymologiques latines en français, vous construisez un excellent cours et vous avez un curriculum magnifique. Alors ça, c'est-à-dire toujours s'ouvrir. Toujours s'ouvrir à partir du principe premier que tout ce qui s'est pensé d'humain doit être ma propriété, à moi aussi. Et que les langues que je parle, je dois les maintenir toutes et ne pas avoir l'impression qu'il y en a une
qui, paradoxalement, habiterait mon esprit comme si c'était un élément étranger, comme si j'étais espionné à l'intérieur de mon authenticité par le fait que c'est le français que je parle en ce moment dans notre conversation. Eh bien, si vous avez ce sentiment-là, si vous avez cette patience-là, si vous avez cette capacité de penser la totalité, Oui. pour revenir à ce que je vous disais au début, là, vous construisez un véritable, excellent cours de philosophie qui tient à la fois compte de votre propre patrimoine, des concepts qui ont été pensés dans votre langue et de la capacité que vous aurez d'établir des éléments de comparaison avec ce qui s'est pensé ailleurs. À ce moment-là, le fait que vous pensiez dans plusieurs langues à la fois, Oui. autant en français ou en anglais, de ce point de vue-là, qu'en wolof, cette installation que vous avez dans la capacité de penser de langue à langue, pour prendre une expression que j'ai utilisée dans mon travail, eh bien, voilà la richesse que cela représente d'avoir plusieurs langues, d'avoir la langue africaine qui est la nôtre et d'avoir les langues d'Afrique qui sont aussi les nôtres, et j'appelle langue d'Afrique le français, l'anglais, le portugais et dans une moindre mesure l'espagnol. Parce que ce discours-là commence à être institutionnel dans les pays africains dirigés forcément par la junte. On interdit par exemple d'enseigner la Révolution française 1789. Chez nous, on reste toujours, par exemple, des élèves de troisième qui viennent me dire, et ils me le disent, nous, on ne comprend rien de Vol de nuit d'Antoine Saint-Exupéry, mais on est tellement à l'aise dans une si longue lettre de Mariam Abba. Est-ce qu'il faut prendre en compte la pensée de ces élèves-là dans ce que nous faisons dans les classes? Mais est-ce que c'est pas... En fait, je suis un enseignant et ma philosophie de l'enseignement, c'est qu'il faut que je découvre. Je ne peux pas enseigner à quelqu'un que je ne connais pas pour la raison suivante. Pour que je puisse enseigner à quelqu'un, il faut que je sache exactement quelles sont les limites de sa connaissance. Et une fois que j'ai les limites de sa connaissance, je l'amène un peu plus haut, un peu devant, un peu. J'essaie de calibrer mon enseignement à ce qu'il ne connaît pas. Oui, il est à l'aise dans une si longue lettre, c'est normal. Il faut qu'il apprenne une si longue lettre, c'est normal. C'est son patrimoine, c'est important, c'est agréable, etc. Mais en fait, on ne l'éduque pas pour n'interagir que sur des problèmes de polygamie ou de monogamie. On éduque nos enfants pour interagir avec un monde qui est différent du leur, pour être ancrés en ce qu'ils sont, mais aussi pour comprendre et pour construire un monde nouveau. Pour construire un monde nouveau, il faut comprendre ce qui se passe. Donc oui, l'éducation doit être difficile. C'est justement parce que c'est difficile, c'est parce que c'est difficile qu'on est en train de les éduquer. S'ils ne faisaient que des choses faciles à l'école, ça voudrait dire qu'on n'est pas en train de les écouter, de les éduquer. Vous voyez, et ces élèves-là ne sont pas qualifiés pour dire ce qu'on doit leur enseigner. On peut pas les... Non, on peut les écouter, on peut parfaitement les écouter, mais ils ne sont pas qualifiés pour dire ce qu'on doit leur enseigner, parce que s'ils étaient qualifiés, on ne leur enseignerait pas. On leur enseigne ce qu'ils ne savent pas, et c'est normal que ce soit difficile, et ils sont à l'âge où ils ont des capacités justement à s'améliorer, ils n'ont pas encore le cerveau sclérosé, etc. Donc, si eux, ils disent qu'ils ne veulent pas lire Vol de nuit, et que hier, je regardais une émission sur les écoles à Shanghai. Donc, les enfants de Shanghai sont en train d'apprendre des maths, de la logique, de la philo, et en même temps d'apprendre l'histoire africaine. Quand j'étais étudiant à Paris, les étudiants, mes collègues doctorants qui venaient de Roumanie, connaissaient les empires médiévaux africains, aussi bien que moi. Donc le Mandé, le Soso, etc. Ils avaient appris ça à l'école. Donc, toi, tu es content de ne pas connaître Vol de nuit, de ne pas connaître la Révolution française, etc. Tu as quelqu'un à Bucarest
qui non seulement connaît la Révolution française, mais connaît également l'empire du Soso et l'empire du Mandé. Mais tu connais une si longue lettre. Est-ce que tu connais déjà le Soso et le Mandé? Donc, est-ce que tu connais déjà l'histoire du Tekrour? Donc, c'est de la paresse intellectuelle que de dire que c'est difficile, je ne dois pas l'écouter, je ne dois pas l'étudier. On ne doit pas encourager cette sorte de vision médiocre dans laquelle nous disons que nous voulons la facilité, nous voulons qu'on fasse pour nous, qu'on nous demande de faire ce qui est facile pour nous. Non, on est à l'école pour apprendre des choses nouvelles et ça a vocation à être suffisamment difficile pour nous montrer. La difficulté est un signal qu'il y a quelque chose que nous sommes en train d'apprendre. Si ce n'est pas difficile, ça veut dire que nous ne sommes en train de rien apprendre. Difficile est le schéma. On ouvre sur la religion avant de finir sur l'intelligence artificielle. Professeur Souleymane Bachir Diagne, pensée et religion vont-elles de pair? Elles vont non seulement de pair, mais la pensée est nécessaire à la religion. Pourquoi est-ce que... Alors, on parlait tout à l'heure de philosophie islamique, en disant qu'on va opposer, par exemple, la philosophie islamique à la philosophie occidentale. C'est absurde. Si on regarde l'histoire de la philosophie islamique, c'est une histoire d'abord de traduction. À un moment donné, le monde de l'islam s'est incorporé le monde grec et byzantin, et à ce moment-là, tout naturellement, les penseurs dans le monde de l'islam ont traduit la philosophie grecque, ont traduit la philosophie grecque et ont traduit leurs propres questions religieuses dans les termes de la philosophie grecque et ont ainsi développé une philosophie qui a été ensuite très influente sur l'Occident. Ça veut dire qu'il y a une imbrication des traditions philosophiques. Les épistémologies, pour prendre un mot à la mode, ou les épistémés, comme on aime à dire également, ne sont pas des entités séparées des insularités. L'islam n'est pas opposé à l'Occident, l'islam s'est incorporé l'Occident et l'Occident s'est incorporé l'islam. L'islam sort de terre en Espagne et au Portugal, dans ce qui était l'Andalousie. Donc si on comprend cela, si on comprend que les épistémologies vivent de se traduire les unes dans les autres, à ce moment-là, on a un rapport plus historiquement informé au savoir et à ce moment-là à également la transmission de ces savoirs dans notre système éducatif. Et ceci est la démarche qu'il faut pouvoir adopter parce que ultimement ce qui est en jeu, et Adi le rappelait fort justement tout à l'heure, c'est ce que nous allons enseigner à notre jeunesse. Cette jeunesse qui va être si importante démographiquement dans les générations à venir, il faut qu'elle soit une jeunesse formée. Son importance se mesurera non pas seulement à son poids démographique, encore une fois, mais au niveau de formation qui sera le niveau de cette jeunesse-là. Et nous enfermer dans des propos épistémologiquement séparatistes, ça fait plaisir quand on récite la vulgate dite décoloniale, mais ça ne permet pas de penser, ça ne répond pas à la question sur laquelle, fort heureusement, vous nous avez invités. Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que penser et qu'est-ce que s'orienter dans la pensée aujourd'hui? Et en islam, est-ce que c'est... Oui. Alors, et en islam, effectivement, je reviens toujours, il y a une parole très importante de l'imam Ghazali qui dit « Si vous ne doutez pas, vous n'examinez pas, et si vous n'examinez pas, vous ne croyez pas ». Ça veut dire qu'il faut savoir faire bon usage du scepticisme, dont je parlais tout à l'heure, et ce bon usage du scepticisme va vous permettre de consolider les éléments de votre propre religion. Vous aurez d'autant plus la foi, d'une certaine manière, que vous aurez les raisons de cette foi. Et ces raisons, vous ne pouvez pas toujours les construire, évidemment, d'une manière qui serait de part en part rationnelle. Il faut pouvoir faire place aussi à la spiritualité, à la pénétration intuitive,
à ce qu'on peut appeler la faculté prophétique, qui est la faculté la plus élevée chez nous, qui est même au-dessus de la raison, qui est donc une sorte de faculté suprarationnelle. Mais tout cela fait partie de la pensée, de ce que nous voulons appeler la pensée. C'est en ce sens-là que la pensée est absolument indispensable à la religion. La religion s'est adressée à nous parce que nous sommes des humains. Et elle s'est adressée à nous précisément à travers les facultés qui font notre humanité. Vous savez, le Coran dit, si je m'étais adressé à un peuple d'anges, je leur aurais envoyé un messager qui serait lui-même un ange. De la même manière, on peut considérer que si le message avait été envoyé à des lions, il serait dans le langage des lions. Il s'adresse à nous. Comme l'a dit fort justement le philosophe juif Maïmonide, parlant de la Torah est faite pour les enfants d'Adam. On peut dire que toute révélation est faite pour les enfants d'Adam, c'est-à-dire les humains que nous sommes. Et de ce point de vue, la religion est un humanisme. La religion ne nous parle pas seulement de Dieu, la religion nous parle également de nous et de qui nous sommes et s'adresse à notre pensée. Ulul albab, ceux qui réfléchissent. Le Coran n'arrête pas d'utiliser des expressions comme celle-là. Ceux qui réfléchissent, ceux qui sont des penseurs, ceux qui sont enracinés dans la science, etc., eh bien, c'est la meilleure preuve que la religion est une affaire à penser et à penser avec toutes nos facultés, avec non seulement nos facultés sensibles, nos facultés rationnelles, mais également notre capacité spirituelle et notre faculté prophétique. Voilà l'exigence qui est l'exigence de la religion, et vous voyez bien qu'il y a un lien absolument indéchirable de ce point de vue-là entre religion et pensée. Est-ce que c'est facile actuellement de penser en islam? Comme je l'ai dit, penser n'est jamais facile. Donc, penser en islam non plus n'est pas... Dans tous les contextes, de toute manière, penser n'est jamais facile. Il est plus facile de créer un certain nombre de règles et de les appliquer. Donc, et on a des gens qui ont cette vision-là de la religion, où la religion, c'est un ensemble de règles. On a des règles, bien sûr, qui sont connues de tous. Il faut prier, il faut jeûner, etc., etc. Mais on va aller jusqu'à essayer d'imaginer quelle était la forme des habits du prophète et quelle était la longueur de sa barbe, et à essayer de s'y conformer scrupuleusement. Une fois qu'on a fait ça, on pense qu'on est un bon croyant, que c'est ça, être un bon croyant. Donc, il me semble que si on fait ça, on est dans un fétichisme de la règle, dans un fétichisme de la lettre. Maintenant, si vous dites que nous sommes des robots et que nous devons appliquer des choses, dans ce cas, oui, ce serait ça la religion. Si vous dites que la religion s'adresse à des êtres humains qui sont dotés d'un cerveau et qui réfléchissent, et qu'ils s'adressent d'abord à leur intellect. Dans ce cas, vous vous dites également que le temps apporte des problèmes nouveaux et que notre destinée en tant que croyants, c'est de résoudre les problèmes qui se révèlent dans le temps en nous inspirant non pas de la lettre du Coran ou du texte auquel nous croyons. Par exemple, est-ce que la télé est haram ou bien est-ce que ce n'est pas haram? Ça, c'est une question qui se pose. Pourquoi pas? Donc, si vous posez cette question-là, la télé, de toute manière, n'existait pas du temps du prophète. Donc, c'est un bida. Je comprends la logique. Donc, vous pouvez dire que c'est haram, déjà, pour commencer, parce que c'est un bida. Ce qu'on a ajouté. Oui, c'est quelque chose qu'on a ajouté, donc c'est haram. Si votre religion vous dit que tout bida est blâmable, dans ce cas, vous direz que la télé, de toute manière, est blâmable, etc. Si votre télé récite le Coran tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24,
est-ce que c'est toujours un bida? Vous voyez? Donc, si votre vision de la religion, c'est que tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas conforme à ce que le prophète faisait est haram, dans ce cas, juste réfléchir sur la télé et prendre le temps de réfléchir. Une solution simple, c'est d'éteindre la télé et de ne pas en avoir à la maison. Mais juste vous rendre compte que la télé peut également être un médium pour diffuser la religion, ça complexifie votre vision de ce qu'est un bida, de ce qui est blâmable, de ce qui ne l'est pas, etc. Donc, nous n'avons pas le choix, il nous faut penser. Et ce n'est jamais facile. L'exemple que j'ai pris est peut-être fantaisiste pour nous, parce que vous êtes un homme de télé. Parce que vous êtes un homme de télé, ça vous paraît fantaisiste. Mais il y a des gens qui considèrent que la télévision, par exemple, est haram et qui n'ont pas la télévision chez eux. Et il y a des gens qui peuvent considérer que telle chose qui nous paraît évidemment pas problématique est problématique et qui se refusent à réfléchir sur la question. Et ça nous glisse un peu sur cette pensée-là de l'ajout et des confréries, professeur Souleymane Bachir Diagne. Est-ce que c'est de l'ajout? Est-ce que c'est du bida? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est de l'islam noir dont parlait un certain auteur? Ah non, les confréries, les voies soufis, vous les trouverez dans le monde entier. Alors, ce n'est peut-être pas les mêmes voies confréries que l'on trouvera au Pakistan, c'est plutôt les Naqshbandis, etc. La Qadriya, probablement, parce que la Qadriya, qui est une des premières confréries constituées au XIIe siècle, s'est répandue sur tous les continents. Eh bien, mais c'est un phénomène qui s'est développé avec l'islam et qui n'est pas autre chose que la spiritualité de l'islam. Pourquoi? Et parce que si on regarde au fond ce qu'exigent de nous les voies soufis, c'est une sorte d'attitude qui consiste à se remémorer Dieu le plus souvent possible. Qu'est-ce qui définit les confréries? Leur dhikr. Le dhikr de la Tijaniya sera, par exemple, ce qu'on fait dans le lazim, la wazifa, ou dans la Hadrat al-Juma le vendredi. Le zikr je parlais tout à l'heure de la Qadriya, ce sera... Mais c'est la même chose que l'on retrouve dans toutes ces confréries, c'est-à-dire qu'il s'agit de demander pardon, d'effacer les péchés, de faire place nette. Il s'agit de faire des prières sur le prophète, mais ça c'est une exigence qui est inscrite dans le Coran. C'est le Coran lui-même qui demande aux musulmans, aux croyants, de prier sur le prophète. Et puis de prononcer la shahada, de dire il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Au fond, il n'y a pas matière véritablement à dispute ou à controverse, sauf évidemment pour un certain nombre d'attitudes qui sont, elles, des attitudes qui, en définitive, rompent avec l'exigence de la religion. Adi parlait tout à l'heure de l'orthopraxie. Il y a des règles auxquelles il faut obéir. On appartient à une religion lorsqu'on obéit à ces règles-là. Il y a une manière d'agir qui est conforme, une manière également de penser qui est conforme à la religion. Tant qu'on reste dans les limites ainsi établies, il n'y a aucune raison de condamner la spiritualité telle qu'elle peut s'exprimer, ce besoin que l'humain a de nourrir la faculté la plus élevée chez lui, qui est cette faculté, encore une fois, que les soufis, justement, appellent parfois le cœur. Le cœur qui serait au-delà de la raison, au sens où Pascal a dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Eh bien, si on prend les choses de cette manière-là, il n'y a pas de problème de confrérie et il n'y a pas d'islam noir surtout. L'islam est un. Et donc, s'il ne s'agit que de mettre l'accent sur la dimension soufie, cette dimension soufie, vous la trouvez aussi bien chez les Ouïghours de Chine que chez les Tijanes du nord Nigeria. Donc, il ne devrait pas y avoir et pourtant, il y en a. Parce qu'encore une fois, malheureusement, l'esprit de tribalisme
peut happer les choses les plus universelles. On peut parfaitement avoir une conception ouverte et universaliste de la religion, une conception dynamique telle qu'elle vient d'être décrite, comprendre par exemple que c'est la vie elle-même qui est innovation. C'est la vie qui fait qu'il y a toujours du nouveau. Et c'est même la définition de la vie. Par rapport au mécanique, le mécanique se reproduit identiquement à lui-même. Le vivant, en revanche, crée toujours de la nouveauté. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante, elle doit pouvoir s'inscrire dans le mouvement même de la vie. Et donc, figer les choses en disant que tout ce qui est innovation est nécessairement innovation blâmable et comme telle jetée dans le feu de l'enfer, c'est s'interdire, par exemple, de mettre des points diacritiques pour écrire le Coran, c'est s'interdire un certain nombre de pratiques qui sont apparues. C'est ainsi qu'un des maîtres de la voie soufie a reconnu en effet que le mot lui-même n'existait pas. Évidemment, personne dans les premiers temps de l'islam ne s'est revendiqué soufi. Le mot lui-même n'existait pas. La pratique, en revanche, la pratique de la remémoration constante, du souvenir constant, parce que zikr ne signifie pas autre chose, c'est simplement se souvenir de Dieu. Si vous vous souvenez de moi, dit Dieu, je me souviendrai de vous. Eh bien, cette pratique-là, elle-même, existait, et il n'y a rien de nouveau si on prend les choses véritablement d'une manière analytique. C'est la raison pour laquelle le maître soufi dont je parlais, citant un autre soufi qui s'appelait Oujouiri, a dit le soufisme était une pratique sans nom, et regardant son époque, il disait aujourd'hui c'est un nom sans la pratique. C'est-à-dire il condamnait ceux qui, à son époque, se prétendaient des soufis. On pourrait faire la même chose aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où quand je regarde le fonctionnement de certaines confréries, j'ai envie de devenir salafiste. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et donc, oui, en effet, il faut pouvoir, en toute chose, il faut savoir raison garder et comprendre qu'en effet, l'islam est une religion exigeante qui a ses élites. Vous savez, ce n'est pas simplement une grande masse dans laquelle tout le monde se fond. L'islam est exigeant et indique bien que tout le monde n'est pas nécessairement croyant. Quand le Coran dit, vous dites, nous sommes des moumines. Non, 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 dites simplement que vous êtes des musulmans, c'est-à-dire que vous êtes soumis à un certain nombre de règles, que vous avez déclaré que vous étiez musulman, mais l'état de moumine, c'est quelque chose qui doit vous pénétrer, c'est quelque chose sur quoi vous devez travailler. Vous avez toujours à travailler, à être dans le mouvement de devenir pleinement celui que vous avez à être. Et c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir comprendre que le soufisme n'est pas autre chose que ce travail sur soi-même pour devenir l'humain accompli que l'on a à être. Oui, parlons d'innovation, peut-être l'IA n'est pas bida. Docteur Adiba, pense-t-on avec IA? Pense-t-on avec IA? C'est assez intéressant. Les dernières itérations de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et une manière très facile de définir la pensée, c'est de dire que la pensée, c'est la capacité à produire du nouveau. Donc, c'est la capacité à répondre à la nouveauté de manière appropriée, mettons. Donc, il y a un problème nouveau qui surgit, je règle ce problème-là. Et en fait, on a créé maintenant des intelligences artificielles qui sont telles que je peux leur soumettre un problème sur lequel je ne les avais pas entraînées. Elles vont produire une solution qui est appropriée. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que ces IA-là pensent? Ça, c'est une question qui se pose. Et je crois qu'on peut répondre oui, on peut répondre non, c'est comme on veut. On peut répondre oui dans la mesure où, étant donné qu'elles produisent de la nouveauté et que j'avais dit que la pensée, c'est la production de la nouveauté, dans ce cas, oui. Étant donné qu'elles ont... on peut répondre non en disant que, étant donné qu'elles ont été entraînées sur un corpus qui a été produit par des humains,
dans ce cas, c'est quand même une pensée dérivée. Ceci dit, moi-même, ma pensée est dérivée. Je suis ici avec quelqu'un qui a été mon professeur et qui m'a appris beaucoup de choses. D'une certaine manière, ma pensée dérive de sa pensée, elle dérive de la pensée. Il est humain, certes. Elle dérive de la pensée de mes parents, elle dérive de mon milieu social, elle dérive de nos interactions, etc. Donc, toute pensée, de toute manière, est contenue dans un contexte et produit également, non seulement par ce que nous sommes, et par également un contexte. Donc, du coup, la question n'est pas très simple. Une question plus complexe est celle des conséquences en fait, peut-être que ça veut dire que justement notre définition même de la pensée doit être revue. Parce que la question de la motivation de la pensée devient importante. Pourquoi je pense? J'ai d'une certaine manière une motivation intrinsèque à penser. Est-ce que l'IA a une motivation intrinsèque à penser? Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que, par exemple, est-ce que l'IA a une pensée qui est appropriée? Ou bien est-ce qu'elle a une pensée qui semble appropriée? Ça, c'est une question qui se pose. Par exemple, on a eu des expériences malheureuses où des personnes se confiaient à des intelligences artificielles et recevaient des réponses. Et elles recevaient des réponses, des personnes qui mentalement avaient des problèmes, se confiaient à des intelligences artificielles, recevaient des réponses qui paraissaient appropriées, et du coup, puisque c'était des personnes qui étaient très seules, elles se confiaient de plus en plus à ces intelligences artificielles-là, qui leur donnaient des réponses qui les enfonçaient de plus en plus dans leur maladie mentale et qui les amenaient même à se suicider. Donc, il y a eu des cas de suicide par conversation avec l'IA. C'est parce que la réponse qui paraît appropriée ne l'est pas vraiment. Vous voyez, l'IA peut vous répondre de manière indéfinie. Si nous essayons de parler, si je suis très seul et que je commence à vous appeler au téléphone, vous ne pouvez pas me prendre tout le temps. Et à un moment, vous allez appeler peut-être mes amis et mes parents et dire qu'il faut parler à Hadi pour qu'il aille consulter parce que je pense qu'il a un problème. Vous voyez, et je ne suis pas un professionnel. Je sais que je peux lui parler, mais les conversations, n'étant pas un professionnel, les conversations que j'ai avec lui pourraient être dangereuses. Si vous ne mettez pas, par exemple, un garde-fou à l'IA pour que certaines conversations, etc., l'IA va répondre d'une manière qui paraît appropriée, et la manière qui paraît appropriée pour l'IA, c'est la manière qui suscite une autre réponse. Et du coup, cette manière-là peut s'avérer catastrophique. Donc, je pense que l'IA est une occasion pour nous de philosopher et de nous demander si notre heuristique qui disait que penser, c'est répondre de manière appropriée à une situation nouvelle, par exemple, est-ce que cette heuristique-là fonctionne ou bien est-ce qu'il faut l'améliorer? L'IA a un handicap à la pensée? Déjà, il y a une chose, c'est que il y a deux choses qu'il faut dire de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des aspects de notre pensée que l'IA ne peut pas reproduire? Tant que l'IA reproduit des comportements que nous jugeons être des comportements intelligents et des comportements de penseurs, à ce moment-là, il y a une indistinction. Si nous ne pouvons pas établir ce que j'ai appelé au début de notre conversation, notre différence spécifique, à ce moment-là, ça veut dire que l'IA peut absolument nous est substituable de ce point de vue-là. Sauf peut-être une chose, alors je me demande ce que tu en penses, Adi. Il y a le fait que c'est nous qui posons les questions, qui formulons les problèmes. Si je me lève un jour et que je me demande qu'est-ce que le temps, cette dimension si importante dans notre existence humaine, qu'est-ce que le temps? Peut-être que l'intelligence artificielle, ChatGPT ou l'intelligence va être mieux à même d'apporter des réponses.
parce que l'intelligence artificielle a été nourrie de tellement de textes, parce que c'est un gigantesque plagiat aussi. Il faut bien se rendre compte que les données, les big data, comme on dit, dont sont nourries ces intelligences artificielles, viennent de ce que les humains ont produit. L'IA va vite faire le tour des très grands philosophes qui ont pensé sur le temps, Héraclite, Saint-Augustin, etc., mieux que je ne pourrais le faire probablement. Mais c'est moi qui ai posé la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai rencontré cette question et il m'a semblé qu'il y allait de mon existence en tant qu'humain de me demander qu'est-ce que le temps, ou de me poser la question qu'est-ce qui m'a créé. Est-ce que cette capacité réflexive de faire retour sur soi, de poser des questions qui semblaient être des questions allant de soi, parce qu'en philosophie, rien ne va de soi. Les philosophes ne sont pas plus fous qu'un autre. Pourtant, ils peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qui me prouve qu'en ce moment, plutôt que d'être dans mon lit et en train de rêver que j'ai une conversation avec vous et avec mon cher ami et parent Hadi, je ne suis pas en train de rêver. Ça semble absurde de remettre en question cette réalité-là. Mais c'est la question philosophique par excellence. Qu'est-ce qui me prouve que je vis bien ce que je crois vivre? Parce que les réponses qui sont impliquées par cela sont des réponses qui touchent au plus profond ce que peut être la pensée humaine, ce que peut être notre sens d'une réalité et ce que peut être le sens d'une réalité que nous partageons. Parce que nous sommes trois personnes différentes, mais nous vivons dans la même réalité. Est-ce que nous en sommes sûrs? Donc cette capacité que nous avons de poser les questions, c'est là que se situe probablement notre humanité. En revanche, dans la capacité de produire des réponses, Hadi a raison d'être prudent. Il n'est pas certain que nous fassions mieux que l'intelligence artificielle. Pendant très longtemps, on a pensé que l'intelligence artificielle ne comprendrait jamais le sens pour pouvoir traduire. Qu'à cela ne tienne, l'intelligence artificielle a pris un détour, plutôt que de s'attaquer frontalement à la question du sens, elle a simplement emmagasiné toutes les traductions possibles et imaginables, en plagiant le New York Times, probablement des textes que moi-même j'ai écrits. On peut tous porter plainte contre l'intelligence artificielle pour plagiat. Moyennant quoi, l'intelligence artificielle aujourd'hui traduit quasi parfaitement. Si j'ai un texte et que je suis trop pressé et que je préfère le confier à DeepL pour me retraduire en français, je repasse derrière pour corriger ceci ou cela, mais la traduction est parfaitement acceptable pour les propos qui est le mien au moment où j'ai décidé d'effectuer cette traduction. Eh bien, sur ce plan-là, par exemple, je ne suis pas sûr de pouvoir établir une différence. En revanche, sur la capacité que j'ai de m'interroger d'une manière réflexive, d'une manière qui revienne sur ma propre humanité, jusqu'à preuve du contraire, les robots ne sont pas engagés dans la voie que voilà. Docteur, pour répondre. C'est très intéressant en fait, parce qu'il y a la question des hallucinations. Donc, quand vous êtes sous l'effet de certaines drogues ou bien quand vous dormez, vous rêvez ou vous hallucinez. Votre cerveau est en train de travailler et il produit des images qui vont dans tous les sens. Et quand vous êtes en état d'éveil, vous contrôlez les hallucinations. Vous n'avez pas d'hallucination, en fait. Vous pensez, vous n'hallucinez pas. Justement, étant donné que l'IA n'a pas de motivation interne, l'IA hallucine. Ah oui. Oui, l'IA hallucine beaucoup. Et vous recevez des réponses hallucinatoires, parfois. Vous recevez également, parfois, en fait, le problème, pourquoi vous ne voyez pas ce genre de réponse-là, c'est parce qu'il y a au Kenya, par exemple, tout le monde parle de la Silicon Valley kenyane, il y a au Kenya des gens dont le travail consiste à considérer les réponses qui sont données et à donner des feedbacks à la machine. Et donc, quand vous demandez des images, quand vous posez des questions, etc., il y a eu un entraînement
de l'IA pour que certaines réponses soient bloquées. Parce que autrement, et même avec ça, même avec cet entraînement-là, ces feedbacks-là, on a toujours des hallucinations. Donc, et d'une certaine manière, on peut dire que l'IA fonctionne comme le cerveau humain, en étant... Mais d'une autre manière, il y a une motivation interne et une métacognition qui fait que le cerveau humain est capable, quand il est en état de veille, de ne jamais considérer les réponses qui sont hallucinatoires. Si vous posez une question, par exemple, si vous demandez à Gemini qui est Pape Alioune Sarr, la première réponse, les premières fois que Gemini répondra, ça va aller dans tous les sens. Et puis après, petit à petit, si les gens, vu que vous êtes assez célèbre, si beaucoup de gens demandent qui vous êtes, on aura un portrait qui va être assez conforme et qui semblera même bluffant. Parce qu'il va sembler personnel, parce qu'il y aura ce qui a été dit sur vous dans la presse, mais il y aura surtout les feedbacks. Parfois, ChatGPT ou Gemini ou un autre vous demande si cette réponse a été utile. Ou bien voir comment vous reposez une autre question à la suite de la question. Par exemple, qui est Pape Alioune Sarr, il dit beaucoup de choses, et puis après, oui, mais le journaliste, tu vois. Et puis après, est-ce qu'il a gagné des prix? Tu vois, est-ce qu'il a fait telle chose, etc. Et puis, au bout de 3-4 itérations, la réponse qui apparaîtra au Sénégal, quand on posera la question qui est Pape Alioune Sarr, ce sera Pape Alioune Sarr est un excellent journaliste qui a travaillé pour iTélé, qui n'est plus là-bas, qui a gagné les prix Egicom à plusieurs reprises, qui a, etc., etc. Vous voyez, félicitations pour tout ça. Et quand vous regardez, par exemple, dans un autre pays, peut-être que quand quelqu'un demandera qui est Pape Alioune Sarr, ce sera un footballeur qui apparaîtra, ou je ne sais pas, un judoka ou n'importe quoi, puisque dans ce pays-là, c'est ce qui les intéresse. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu un effet d'apprentissage, il y a eu un effet de feedback, mais en fait, les hallucinations ont été bloquées. Quand le système fonctionne bien, les hallucinations sont bloquées. En général, nous n'avons d'hallucinations que quand nous sommes malades, justement. Et nous pouvons faire la distinction très vite entre une hallucination et ce qui n'est pas une hallucination, entre ce qui est pertinent et ce qui n'est pas pertinent. En informatique, c'est ce qu'on appelait le problème du cadre, the frame problem. Souvent, quand je vous pose une question, par exemple, nous avons toujours un cadre. Par exemple, qui est-ce qui n'a pas payé? C'est le pain au chocolat qui n'a pas payé. Si on est dans une boulangerie entre deux vendeurs, entre le caissier et le vendeur, quand le caissier dit c'est le pain au chocolat qui n'a pas payé, ça veut dire la personne qui a acheté un pain au chocolat a oublié de payer. C'est ce que nous retraduisons tout de suite dans cette scène-là. Le pain au chocolat n'a pas payé. Quand vous lisez cette phrase-là, ou quand je dis cette phrase-là dans cette émission, par exemple, supposons que quelqu'un prenne l'émission en cours et entende le pain au chocolat n'a pas payé, se dire, ok, il a encore invité des philosophes. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Mais dans une boulangerie, ça peut avoir du sens parce que le cadre a été établi. Et en fait, établir un cadre, c'est une capacité humaine qui est quasiment intuitive et qui est très problématique, par exemple, pour l'informatique. Les gens y travaillent, les gens y travaillent, mais ce n'est pas facile. C'est autant innovant qu'inquiétant. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adiba, merci beaucoup, professeur Souleymane Bachir Diagne. Nous vient de faire presque 30 minutes de débat. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de penser pour nous tous et merci beaucoup pour votre disponibilité, professeur Souleymane Bachir Diagne. C'est toujours un immense plaisir, surtout quand vous invitez avec moi. Adiba, docteur, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir. Et bonne année encore une fois. Mais merci à vous. Merci également à toute l'équipe Dakar Podcast. Derrière les images, derrière les sons, derrière ce cadre. On en parlait tout à l'heure, c'est l'équipe Dakar Podcast, ce que j'appelle la noblesse anodine. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous connaissez notre secret de policionnel. Likez, partagez, commentez, belle.
première plateforme de débat au Sénégal. Pourquoi pas? Bonne année et merci beaucoup de nous avoir écoutés.